Bonsoir mes chers élèves. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder toujours l'étude du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique que nous avons déjà abordé dans les capsules précédentes. Alors certainement, vous savez, bien sûr en regardant les vidéos précédentes, comment le muscle, dans l'ensemble, avec ses unités fonctionnelles, transforme de l'énergie chimique contenue, comme j'ai dit, dans la molécule d'ATP, en énergie mécanique qui est le résultat d'un travail musculaire. Vous savez aussi que les phénomènes métaboliques, à savoir la régénération des molécules d'ATP pour que l'activité musculaire se poursuive, elle aussi est accompagnée de phénomènes thermiques que nous allons aborder dans cette capsule. Alors, l'activité musculaire s'accompagne de phénomènes métaboliques, c'est la génération ou la régénération des molécules d'ATP. Comme je vous ai dit, que le muscle en tant qu'organe ne dispose pas de réserve en molécules d'ATP, donc il faut qu'il les régénère au fur et à mesure de son activité. Il y a aussi les phénomènes thermiques que nous allons aborder dans cette capsule. Ces phénomènes thermiques consistent, ou plutôt sont accompagnés d'un dégagement de chaleur, d'où on remarque une augmentation de la température du corps. Nous allons le voir dans un document qui va venir après, par un dispositif, bien sûr, adéquat. Nous allons procéder à l'enregistrement spécial, des enregistrements spéciaux, pour mettre en évidence que le dégagement de chaleur au cours d'une contraction se fait en deux temps. Et ça, c'est vraiment une donnée importante. Le dégagement de chaleur au cours d'une contraction musculaire se fait en deux temps. On remarque une chaleur initiale qui se divise en chaleur de contraction et chaleur de relâchement. Ça, c'est petit grand A. En grand B, on remarque ce qu'on appelle la chaleur retardée. Alors, cette chaleur retardée, il est d'intensité faible, mais de très grande durée si on la compare par exemple à la chaleur initiale. Alors, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Mais pour mieux comprendre ces phénomènes, nous allons analyser les documents suivants. Alors, comme je vous ai dit, pour mieux comprendre ces phénomènes, nous allons bien sûr analyser les documents qui sont bien sûr présentés. Tout d'abord, bien sûr, comme j'ai dit, toute activité mécanique est accompagnée d'un dégagement de la chaleur et d'un réchauffement de l'organisme. On peut mesurer la quantité de chaleur dégagée au cours d'une activité mécanique. Alors la figure numéro 1 représente le dispositif expérimental qui permet de mesurer cette chaleur dégagée par le muscle. Donc, vous pouvez voir de près le dispositif. Donc, on a un muscle. Donc, on met des électrodes qui sont liées à un amplificateur. D'autres électrodes qui sont plongées dans un récipient contenant de l'eau, c'est une température de référence. Le tout est lié, bien sûr, à un oscilloscope qui va traduire les résultats sous forme de graphique. Alors, le dégagement de la chaleur au cours d'une activité mécanique confirme que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques, c'est-à-dire
productrice d'énergie thermique. La chaleur retardée n'est dégagée que dans un milieu aérobie, c'est-à-dire riche en oxygène. Les fibres musculaires produisent deux types de réactions chimiques exothermiques. On trouve des réactions chimiques exothermiques aérobies, en présence d'oxygène, qui dégagent la chaleur retardée. Et des réactions chimiques exothermiques anaérobies, c'est-à-dire en absence d'oxygène, qui dégagent la chaleur initiale. Alors maintenant, mes chers élèves, nous allons analyser deux documents à travers la figure numéro 2 et la figure numéro 3 que je vais vous montrer. Alors, on va certainement vous demander d'analyser ces documents. Donc voilà une autre opportunité qui va vous permettre, bien sûr, d'acquérir quelques mécanismes et techniques d'analyser des graphiques. Alors, pour la figure numéro 2. Alors, la figure numéro 2, comme vous voyez, représente le dégagement de la chaleur par un muscle placé dans un milieu pauvre en oxygène, c'est-à-dire anaérobie, absence d'oxygène. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a une secousse musculaire qui est représentée en rouge, et bien sûr, la courbe représentée en pointillé qui est subdivisée en trois parties. La partie 1, 2 et 3. Comme je vous ai dit, faites très attention aux données du graphique. Là, on nous donne sur l'axe des ordonnées la tension en grammes, donc qui est mesurée de 0 jusqu'à 40. Alors, nous allons passer voir la figure numéro 3. La figure numéro 3, il représente le dégagement de la chaleur par un muscle placé dans un milieu riche en oxygène, c'est le milieu aérobie. Alors, comme vous pouvez le remarquer, mes chers élèves, ce sont les graphiques qui sont donnés par l'oscilloscope. Alors, comme données, le numéro 1 représente la chaleur de contraction. Le 2, chaleur de relâchement. Et le numéro 3, c'est la chaleur initiale. Le numéro 4, c'est la chaleur retardée. Alors, les questions que nous allons bien sûr aborder sont les suivantes. Analysez les deux graphiques. Quelle serait l'origine de la chaleur initiale et de la chaleur retardée? Alors voilà, mes chers élèves, ce sont des documents que certainement vous allez certainement analyser des graphiques qui vont traiter pratiquement les mêmes mécanismes musculaires. Donc, profitez-en, faites un petit essai et nous allons passer, bien sûr, à la correction. Donc, je vous donne une image du document si vous voulez faire, bien sûr, un feedback. Alors, nous allons passer à la correction. Alors, donc, nous allons passer à la résolution des deux documents pour répondre aux deux questions que j'ai essayé de les grouper dans une analyse structurée. Alors, en analysant bien sûr les deux documents, on remarque que le numéro 3, c'est la chaleur initiale. Cette chaleur, on en trouve la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. Alors, en ce qui concerne la chaleur de contraction, qui résulte de l'hydrolyse de l'ATP, suivons la réaction suivante. Comme vous voyez, il y a dégagement de chaleur. Une autre partie de cette chaleur de contraction résulte aussi de la déphosphorylation du PC, la phosphocréatine ou du créatine phosphate, ou du phosphagène. Suivons la réaction suivante.
créatine phosphate ou la phosphocréatine plus ADP, une molécule. Toujours il y a des enzymes intervenants spécifiques, donne la créatine plus l'ATP plus chaleur. Donc retenez que la chaleur de contraction résulte de l'hydrolyse de l'ATP et de la déphosphorylation du phosphocréatine. Quand au numéro 2, qui correspond à la chaleur de relâchement, cette chaleur, il est dégagée lors de la régénération de l'ATP à partir de la fermentation lactique. Suivant la réaction que vous avez devant vous. Donc, il y a formation de l'acide lactique, plus chaleur, plus 2 molécules d'ATP. Mes chers élèves, à ce stade-là de l'année, vous êtes censés connaître parfaitement ces réactions chimiques. Alors, pour le numéro 4, dans le document numéro 3, il correspond à la chaleur retardée qui est libérée après la secousse musculaire dans un milieu aérobie, présence d'oxygène. Elle est caractérisée par une longue durée et une faible amplitude. Cette chaleur accompagne les réactions de la restauration d'ATP à partir de la respiration cellulaire, suivant la réaction bilan de la respiration cellulaire que vous êtes censé connaître parfaitement, bien sûr, plus la chaleur. Encore une fois, mes chers élèves, nous venons de mettre en évidence les phénomènes thermiques à côté des phénomènes métaboliques que nous avons abordés dans la capsule précédente. À mes yeux, ce sont pratiquement les phénomènes les plus importants qui vont vous aider à analyser toute problématique scientifique concernant cette unité. C'est pour cette raison, encore une fois, je vous ai dit, il ne suffit pas d'apprendre par cœur. Il faut connaître le cours, faire un résumé, extraire les idées essentielles qui vont vous permettre, bien sûr, d'analyser des documents éventuels. Alors, maintenant, nous allons passer à un autre stade d'étude au niveau du muscle squelettique strié. C'est que nous allons étudier les phénomènes électriques. Certainement, vous savez qu'un sarcomère ne peut se contracter que s'il y a l'intervention des ions calcium. Ces ions calcium sont emmagasinés dans un réseau sarcoplasmique et ce réseau sarcoplasmique ne libère ces ions calcium que lorsque l'unité ou la plaque motrice est sollicitée. Pour cette raison, il faut qu'il y ait un influx nerveux. Dans la prochaine capsule, nous allons parler du PAM. C'est le potentiel d'action musculaire. Bien sûr, nous allons aborder l'analyse de pas mal de documents qui révèlent ou qui montrent l'activité électrique au niveau du muscle. J'espère que j'étais clair. Mes chers élèves, je tiens seulement à marquer un tout petit point. Je m'excuse auprès de vous si parfois il y a des petites erreurs de langage ou des petits S qui manquent ou des virgules parce que j'improvise. Donc, je fais mon cours d'une manière directe. C'est pour ça, encore une fois, je m'excuse auprès de vous. Et j'espère que mes vidéos vous apportent un plus. Soyez toujours courageux. Merci pour votre aimable attention. Et je vous donne rendez-vous pour la capsule prochaine. Bonsoir.